We go out to be gay. We crave this when once again growing bored with the straight world. I will announce this to Famous. I want to be gay this weekend. This carries an ineffable but precise connotation along the lines of white girl wasted. It means we don't want to, for example, attend a recital of minimalist composition. That's something we might otherwise do. But when we decide to be gay, we want to dance to Starships by Nicki Minaj and go downhill from there. On nights when we crave not dick but ridiculousness, the bad taste and nostalgia, we head to a venue less sleazy, more cheesy, where every queen appears to believe their own hype. They invent tiny melodramas. Group conversation involves a lot of squawking in pursuit of a collective cackle. A gay bar can be a repository for all the extra that doesn't fit into other spaces. When a gay person remarks they're being a bad gay, it doesn't mean unethical, but that they haven't been conforming to type. It means they've been a bad gay culturally. Hence, I really should go out. I've been such a bad gay. We pretend to go out as an obligation. Merci Jérémy. Je vais lire cet extrait en français. On ne va pas tout traduire à chaque fois dans la soirée, sinon ce sera trop long. Mais il y a des personnes qui ne parlent pas anglais ici, j'imagine. Donc cet extrait au moins pour introduire le livre et que vous compreniez un peu le ton. Nous sortons pour être gays. Nous en mourons d'envie à chaque fois que le monde hétérosexuel nous ennuie. J'annonce alors à Famous, le petit copain de Jérémy, ce week-end, j'ai envie d'être gay. Cette expression a une connotation insaisissable, mais néanmoins limpide. Un peu comme si on disait « ce week-end, j'ai envie de me mettre minable ». Cela signifie qu'il est hors de question, par exemple, d'assister à une performance de musique expérimentale. Dans d'autres circonstances, pourquoi pas. Mais lorsque nous décidons d'être gays, nous avons besoin de danser sur Starship de Nicki Minaj et de voir où la nuit nous mènera. Les soirs où nous n'avons pas envie de beat, mais de ridicule, de mauvais goût et de nostalgie, nous nous rendons dans une salle moins glauque, plus ringarde, où chaque folle est la plus belle et où elle multiplie les mélodrames. Les conversations de la clientèle sont bruyantes, les ricanements collectifs. Le bar gay accueille alors tout ce qui n'a pas sa place ailleurs. Lorsqu'un gay fait remarquer qu'il est un mauvais gay, cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'éthique, mais qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Cela signifie qu'il a été culturellement un mauvais gay. D'où le « Oh, j'ai vraiment été un mauvais gay, je ferais mieux de sortir ». Nous prétendons être obligés de sortir. C'est un extrait du début du livre de Jeremy Atherton Lynn, et j'ai voulu vous le montrer parce qu'il vous montre à quel point c'est un livre qui invente sa propre forme. J'ai pas lu beaucoup de livres comme celui-là. C'est une autobiographie parce qu'il contient une grande partie de la vie de Jérémy. C'est un essai historique sur les lieux de sociabilité gay en Angleterre et aux États-Unis. C'est un recueil de nouvelles érotiques, parce que c'est méga chaud quand même. C'est une liste d'anecdotes hilarantes, très très drôles, pour pourquoi pas faire un spectacle de stand-up à partir de toutes les anecdotes qu'il a recueillies sur ses amis et sur cette scène pendant 30 ans. Et le tout, c'est une gigantesque somme de réflexions sur ce qui fait l'identité gay, une identité qui est peut-être menacée de disparition. C'est une des thèses du livre. En attendant, c'est aussi un livre qui donne envie d'aimer ses congénères, les pédales. Jérémy, tu es né en 1974. Comme on l'apprend juste au détour d'une page, c'est pas écrit dans ta biographie. Est-ce que le cap des 50 ans est passé ou on va le fêter bientôt? Merci. In September, but okay. Yeah, I had quite a good attitude about turning 40. You know, I kind of leaned in. I don't really self-identify as 50, so so I don't think there's going to be a lot of celebration. I'm feeling this one quite placid. Oui, donc je suis né en 74, j'aurai 50 ans en septembre prochain, et en même temps, je me sens pas très cinquantenaire, et je pense pas qu'il y aura une grosse fête à cette occasion, parce que j'ai pas spécialement envie de la faire. On te suit de tes 18 ans dans le livre, jusqu'au dernier chapitre du livre qui commence par « À un moment donné, j'ai fini par devenir un daddy ». Il y a tes années avec ta meilleure amie,
Xuan, qui est rencontré à la fac de Los Angeles. Vous partez ensemble à Londres quand vous êtes étudiant. Et c'est là que tu rencontres Famous, ton petit copain. C'est un pseudo, mais Famous est dans la salle ce soir. Je l'ai perdu. Famous est ici. On verra peut-être si vous voulez le trouver, mais c'est un personnage très important. Le livre a reçu le National Book Critics Circle Award à sa sortie aux États-Unis en 2021. Il a été traduit pour l'instant en italien, en français, bientôt en espagnol. Et donc effectivement, on est très heureux de te recevoir à Bruxelles, sans compter qu'on a la meilleure rue gay du monde dans cette ville, comme je te le disais tout à l'heure. On pourra lui faire visiter peut-être. Gay Street. So, dans le livre, on a le journaliste Dave Cullen, que tu cites, Jérémy. Il dit « J'ai besoin d'un verre, et comme je suis gay, je vais dans un bar gay. » Il dit « C'est un sentiment d'appartenance qui m'amène à me demander pourquoi certains d'entre nous considèrent le bar gay comme leur habitat naturel. » Alors, est-ce que tu as une réponse sur pourquoi certains d'entre nous se sentent à la maison dans un bar gay et pourquoi d'autres ne les aiment pas? I think so. One thing that I should maybe mention, and we can return to this later, when you were speaking about me sort of beginning as a teenager in the book, is that I think there's something very specific about the narrative in Gay Bar where I didn't kind of seek out to go to a bar. I was kind of taken along by other people. And I think we're kind of used to narrators, maybe especially in nonfiction, who have some kind of like, their sense of agency is really at the forefront, where they're kind of being driven to do something like find this place that's going to make them who they are. And I was sort of more passive, you know, I was kind of brought along and pushed into a car and then taken along and dragged in and then realized that maybe other people were identifying what I wanted all along. And so this is kind of a separate thing, and we can return to it, but I think in a funny way it kind of circles back to this answer about you know, I mean, obviously you might go to a gay bar on an off night at 5 p.m. and be the only one there, but generally it's a relational activity. It's about being in the company of other people. And I think there's something maybe to that journalist quote, which is about feeling a certain kind of that maybe that your own self-consciousness, it kind of is modulated in terms of how everybody else around is going to be because of the place that you've walked into. And I think this changes a lot. And we can get to that too. I mean, it's changed in my life because I've moved to a small town, so we can get to that too. But that's a kind of like a fragmentary answer to begin with, if that makes sense. Avant de répondre à votre question, il y a une première chose que j'aimerais signifier, c'est que, comme vous le disiez, je suis encore j'ai seulement 18 ans au début du livre, et je cherchais pas vraiment à aller dans un bar gay. Le but n'était pas d'aller dans cet endroit. En fait, j'étais pas en train de chercher l'endroit dans lequel j'allais devenir gay, forcément. J'ai plutôt été passif. Pour résumer, j'ai été poussé dans une voiture et finalement je me suis retrouvé dans un bar avec autour de moi des personnes qui étaient gays, et c'est comme ça que je suis entré dans un bar gay. Mais il n'y avait pas vraiment cette volonté. Et finalement, ce que veut dire peut-être ce journaliste que vous citiez en disant qu'une partie des gays trouvent là leur territoire naturel, c'est qu'il y a aussi quelque chose de relationnel. C'est pas forcément le lieu dans lequel on est, mais aussi les gens avec qui on a envie d'être et les relations qu'on a envie de tisser avec eux. Et je pense que ça a quelque chose peut-être d'assez inconscient, même si c'est quelque chose qui a changé dans les bars gays. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui dans les bars gays. Et il ajoutait qu'en plus il a déménagé dans une petite ville désormais, donc c'est encore quelque chose de différent dans la petite ville où il est.
il y a énormément d'autodérision dans le livre, comme je le disais, et quand vous êtes jeune avec Famous, vous n'habitez pas dans la même ville, donc il faut savoir que pendant très longtemps, pendant 3 ans, Jérémy et Famous ont vécu de part et d'autre de l'Atlantique, l'un à Londres et l'autre à San Francisco, donc c'est extrêmement dramatique, parce qu'ils se manquent. Et donc, on a Famous, depuis Londres, qui conseille à Jeremy de regarder un film anglais, qui s'appelle Beautiful Things. Donc il y a énormément de références culturelles à la vie gay, c'est-à-dire que c'est une sorte de bible avec des centaines et des centaines de chansons, de films et de réflexions sur les gays. C'est assez vertigineux. Et à ce moment-là, les 2 petits twinks se sentent bien meilleurs que les gens qui vont dans les bars gays. Donc dans le film, on lit cette chose. Ils s'échappent dans la forêt. Nos personnages sont trop bien pour le bar gay, les personnages du film, dans lequel des âmes solitaires se font une fausse idée de leur communauté. Le spectateur espère que les garçons resteront éternellement jeunes pour ne pas finir comme les types lubriques et couperosés du bar, sans même parler de la drag queen. Famous et moi en avons conclu que nous n'étions pas faits pour les bars, mais pour les arbres de la forêt. Est-ce que du coup, être intimidé ou révulsé par les autres homosexuels, comme tu l'écris, est une sorte de rite de passage gay? Sure, and it changes. I think I imagine for a lot of people here, it's changed depending on the night or depending on the place. You know, whether or not you feel more. Well, first of all, whether or not you feel like in a gay bar, am I more or less gay? Is one of the questions that I ask. Do I become more gay amongst other gay people, or all of a sudden I see everybody else seems so gay that I'm a lot less gay? You know, it's a kind of like, again, it's a relativity thing. I mean, this is a game. I say this playfully. Of course, you don't. I'm not meaning it to say it in a way that create some kind of absolute judgment of the people that you're around, but yeah, I mean, maybe I'll answer because of your mentioning the cultural references. Maybe I'll answer with another cultural reference, which is there's a moment in the book which I really pause on, and kind of has been on my mind ever since, which is the song "You Make Me Feel Mighty Real" by Sylvester, and that song to me is so meaningful. I mean, I think the reason it's such a it's such a gay anthem is because again, it's relational. You make me feel. So you have this kind of sense of identity that's in formation, that's in aspiration, and then you have some kind of feeling seen, for lack of a better word. And, you know, everybody here is going to have different experiences, but I think sometimes you're seen as how you want to be seen, and somehow you're seen as for what you kind of are hiding, and then somebody sees that side of you. And then there are other times in my experience where I've been seen for like something that's completely not how I see myself, you know, like a pervert or an asshole, or you know, somebody, I think, you know, somebody will think that I'm Italian, or, you know, whatever myriad things it is. But I think there's something that some of us are inclined to, and again, this is different, I think, for everybody else, but I think there's some people who are inclined to, if the moment is right and you're out and you're swept up in the atmosphere, it's not only the perceptions that people have of you that make you affirmed with what you already knew or wanted about yourself, but that sometimes you're surprised by somebody else, and you kind of become, in a way, the character that somebody else has seen, or reject it so vehemently that you know something about yourself a little bit more confidently. Il faut savoir que, quand même, Jeremy a connu Sylvester, parce qu'il a connu énormément de stars, comme on peut le voir dans le livre. On a beaucoup de stars, donc c'est très amusant de voir. Il a même été l'assistant de RuPaul, hein. Pardon, juste. Sinon je vais me perdre. Alors j'écris vite, j'écris comme un pied.
Oui, alors il dit que ça dépend des gens, de l'époque, des lieux, mais que finalement l'endroit, le bar gay, c'est aussi un endroit où on se retrouve avec d'autres personnes gays comme nous, et on se rend compte justement qu'ils ne sont pas forcément comme nous. Et il y a forcément un jeu, sans forcément qu'il y ait de jugement, mais il y a forcément un jeu de comparaison, de relativité, et on va se dire « Ah, mais moi je suis moins gay que eux, je suis plus gay que eux, etc. » Et peut-être que pour répondre à cette, comme tu parlais des références culturelles, pour répondre à cette scène du film dont tu parlais, il voudrait répondre par cette chanson dont il parle beaucoup dans le livre, cette chanson de Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real, qui est une chanson disco, qui est vraiment un hymne gay, qui est aujourd'hui devenu un cliché de la culture gay, mais qui est aussi justement une chanson sur les relations et sur l'identité, et sur la manière dont l'identité, l'aspiration d'identité qu'on a, passe par le regard de l'autre. Et encore une fois, il insiste en disant ça a été mon expérience, mais c'est pas forcément l'expérience de tous. Mais en fait, on se rend compte qu'on arrive dans un bar gay aussi en espérant renvoyer une image, parfois même en cachant certains aspects de notre personnalité, et qu'on se retrouve aussi des fois face à des gens qui ne voient pas du tout ce qu'on voulait qu'ils voient, et qui peuvent vous prendre soit pour un pervers, soit pour un Italien, alors que vous n'êtes pas du tout italien, etc. Et que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que lui il disait que ça lui avait aussi donné beaucoup de confiance en lui des fois dans le bar, de tomber sur quelqu'un qui avait une image fausse de lui, mais finalement de se mettre dans la peau de ce personnage, de jouer ce personnage, et de se trouver finalement beaucoup plus à l'aise dans le bar gay en jouant le personnage que les autres voyaient en lui. Depuis toujours, semble-t-il, chaque type de gay est convaincu que les autres donnent une mauvaise image des homos. C'est une des phrases qui m'a marqué dans le livre. Et Jérémy ajoute là-dessus, tu ajoutes que toi, tu as opté pour ton étiquette, la pédale, au bout d'un moment, en grandissant. Est-ce que, du coup, l'étiquette de la pédale est moins bien vue que d'autres? Oh gosh, that's a big one. Just to follow up on the previous answer, one thing I think that crossed my mind is that in a way this experience that I'm describing can be distinguished from social media, because we've become so used to sort of forming a resolved identity that we then present to the world, and then it's behind glass, and it's kind of this impenetrable thing that we want people to perceive us as exactly this, and so then there's less of a accidents and mistakes and happenstance that kind of might lead us and make us more malleable in our identity. So that's just that kind of a segue into following on that last thought. And then fag, I mean, these words, it's huge, isn't it? Because I mean, queer is another big one, because I know there's people who are offended by the word because it's used so much as an epithet in the UK and in Britain, but then in queer now is so safe. It has become full circle. Like, to me, it's not always even necessary. I understand that it denotes like a kind of radical identity against the heteronormative, but it also is the institutional one, right? There was an exhibition at Tate Britain it's about 10 years ago now, called Queer Britain, and it's just like the institutionalization of that word. Now it becomes the word that I use when I need to like impress a panel so that I can have a residency or something like that. It seems like a respectable word, right? They're not, Gay is not respectable. They're not picturing me like doing poppers and, kind of like rimming or whatever like that. You can translate what you want. I'm going to change everything. Yeah. Fag, I mean, is such a personal one to me, and I just think it's cute. Like, I just like it, and I know that a part of that might overlap with something that, I mean, I know very little about this, but there's this idea of kind of like being attached to your wounds, and that's a part of it.
I think for me, it was about identifying the things that were identified about me that would be perceived as negative, like being a bit too extra, like in the first reading that I did, flamboyant or soft or whatever like that, and reclaiming it. And so there's that. And then the other thing is that in this section of the book, it's very contextual in the book because it is a writer called Michelle T., who is a very prolific writer who happened to be our upstairs neighbor, and she was dating a trans masculine female to male young man at the time, and they used the word towards me with such affection and a feeling of welcome that just became the word that then I wore like a lucky charm. But obviously, it's going to be very different for everybody else. I know that you're going to translate, Michael, but yeah, it's at some stage that you discover the word fag. Au début, tu ne l'emploies pas. Or I bet I reclaim it. Yeah. Ah oui, alors, précision sur la question d'avant, qui paraît loin du coup. C'était que sur cette idée d'identité et de se présenter dans un bar gay avec une identité, c'était évidemment avant les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aussi différent depuis, parce que évidemment que quand on poste une image derrière un écran qu'on choisit soigneusement et que le contrôle est encore plus grand, l'image qu'on renvoie est encore plus grande, et donc voilà, il tenait à faire cette précision. Encore une fois, il parle de son expérience à lui et peut-être d'une époque qui n'est pas toujours la même qu'aujourd'hui. Et à propos du mot fagot, c'est une question de définition et de vocabulaire. Il disait que c'était finalement lié au mot queer, où beaucoup de gens se sont longtemps sentis offensés par ce mot et se sentent encore offensés par ce mot, par exemple en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, c'est aussi un mot qui a une connotation safe, il comprend complètement tout ce que ça recoupe et pourquoi ce mot aujourd'hui est important et est utilisé. Mais mine de rien, c'est aussi un mot qui a été beaucoup récupéré, notamment par le côté institutionnel. Il racontait que ça fait désormais des années qu'il y a des expositions, notamment à la Tate, il cite une exposition qui avait eu lieu avec le mot queer dans le nom. Et c'est le mot que lui, il va choisir pour se définir, queer, quand il veut impressionner les gens, ou quand il veut décrocher une résidence, ou quand il veut pas qu'on imagine qu'il prend du poppers et qu'il finit dans des bar gays et des trucs que je suis pas censé complètement traduire. Et du coup, le mot fag, ça a été un choix vraiment personnel. C'est un mot qui, à un moment, il a trouvé, il dit cute, c'est un mot qu'il a trouvé mignon, qu'il a trouvé attachant, et c'est un mot qu'il aime. C'est aussi un mot qui renvoie finalement à ce que les autres identifiaient chez lui et que les autres n'aimaient pas chez lui. Et finalement, c'est aussi une manière de s'identifier, de se construire sur les blessures et sur le mal qu'on a subi. Et ça vient à l'origine de Michelle T., qui est une écrivaine américaine, qui était à l'époque sa voisine du dessus à San Francisco, et qui vivait avec son compagnon était un F2M, c'est-à-dire une femme devenue un homme, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, et il appelait souvent Fag Jérémy, et il le faisait avec beaucoup d'affection, et finalement Jérémy s'est emparé de ce mot en se disant c'est finalement comme un lucky charm, un porte-bonheur, et finalement un étendard comme ça de le retourner et de s'en servir. Can I say something really quickly? Thank you, heroes, for asking me questions in French, and then it comes back, and then I give this answer like it's in the air, and then you have to translate it. I know we have this collective giggle about it, but I think it's very indicative of what I was trying to do with the book, because I wanted to write the book, which a part of me regrets later, but I wanted to write the book in a very short amount of time. So I wrote it in 11 months, and there was some previous research that had been done, but then I wrote it. And I was going out a lot as a part of it to feel the visceral experience of it. But I wanted the book to feel a little bit confused, and a little bit like when you're in a club or a bar and you can't quite hear the person over the music, so that there's like language that gets there's something that is lost and there's something that is gained between people. So this is really exciting and kind of sort of correct to me, that now we're translating and there's this further
You see what I mean? It's almost like enacting the chaos of communication that can happen, like, you know, in a group of people. So I just wanted to add that about the translation. And thank you both. Il disait que quand il a fait le livre, son but c'était de l'écrire de manière rapide. Il l'a écrit en 11 mois, il avait fait évidemment beaucoup de recherches avant, mais l'écriture en tant que telle était assez resserrée. Et il le conciliait en sortant aussi beaucoup. Il voulait vraiment avoir cette énergie-là et retranscrire l'énergie des bars, des sorties, qui est le cœur du livre. Et il voulait que le livre ait finalement l'air confus, l'air un peu fouillis, exactement comme quand on est dans un bar, il y a de la musique à fond, et donc on n'entend que des bouts de conversation, on comprend des fois un bout déformé de ce qu'a dit l'autre, mais on lui répond quand même, etc. Et il trouvait ça drôle parce que ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de faire là. Finalement, on est en train d'entendre des paroles, de déformer un peu parce qu'on est en train de traduire, de manquer des phrases et tout ça, mais que finalement c'était tout à fait dans l'esprit du livre et de l'idée de communication qui était au cœur de son livre. Alors, Jérémy dit que c'est confus, mais en réalité c'est extrêmement fouillé, très historique, énormément de détails, énormément de références, beaucoup de recherches, le tout amené de manière très légère. Et justement, il y a des mouvements de la gayness que je ne connaissais pas. Il y a énormément de bars. Alors, qu'est-ce que le post-gay que tu as découvert au Pop Stars à Londres en 95 ? Est-ce qu'on peut avoir un cours sur le post-gay ? Est-ce que nous sommes post-gay ? I mean, it's like saying postmodern. It means a lot of things, different things to different people. So, I mean, it was only recently, you know, I kind of was brought back to another definition of post-gay, which was kind of a very assimilationist American identity where you're divorced from kind of like your sexuality as your identity. You know, I'm just like everybody else. This is manifest in somebody like, oh, I mean, I'm probably speaking out of line, but the Prime Minister of France may be like kind of post-gay in that way, right? I don't know. I don't know about this thing. We can talk about it later because I don't know. This is all very new to me. Or we have one in America called Pete Buttigieg. You know, he ran for president and that kind of thing. So that is a kind of a post-gay where it's like I'm not sort of like my minority positionality is not my politics, or it's not my kind of place in the world. So that's one version. The one that's in the book is a very particular kind of liberation from some of the cliche of gay identity into something that's maybe a bit more punk, a bit more scruffy, and a bit more I mentioned the film My Own Private Idaho by Gus Van Sant, you know, people who are like into rock music rather than house music, or these kinds of cultural distinctions that people make. Like most gays are like this kind of like clean, you know, clean disco diva, and I'm like a bit more like this. The problem is, and there was a magazine called Attitude, it still exists, and it kind of like became a little bit of a Bible about this particular version of post-gay at the time. The problem is that their version of like what it is to move away from the cliche was just kind of basically to become straight. And in the making of the book, I struggled with that because I think, I mean, My Own Private Idaho is a beautiful movie. It's one of my favorite movies, but it's also kind of like not real, like it's just the kind of gay identified characters are kind of creeps, and like everybody else is sort of like just like, you know, we call gay for pay or whatever. Like they're just kind of a little bit like, you know, a little bit willing, you know, rather than sort of gay identified. And I think one of the problems about that came, that, you know, and different people have see this in different shades of nuance, but for me a lot of that is very fearful about AIDS. And I think that a lot of the things that people did when in order to reconcile and feel healthy and feel like they could move on from the disease, a particular generation, was then denigrated by people who came afterwards and just saw, and like an example in the book would be, you know, you got these bars that were very hygienic, and then the male physique was very epilated, and it's like healthy. Everything had to communicate healthfulness to move away from the trauma of AIDS. And it's problematic in its own right, but then to turn on that and not to have some kind of sense of forgiveness about how people have dealt with the Holocaust like that,
is its own kind of its own kind of lack of compassion, I think, or a mutual understanding about how does this kind of make sense? It's a big question, because on one level it's just like, oh, post-gay is more like this kind of vibe than it's more Robin than Madonna, but on another level I think it has meant something that has some quite significant consequences. Alors, post-gay, c'est un peu l'adaptation gay du terme post-moderne, donc ça veut pouvoir dire beaucoup de choses et rien à la fois, ça dépend beaucoup des gens. Aux États-Unis, par exemple, c'est souvent associé à l'idée de se séparer de son identité gay, de la mettre en veilleuse. Donc il disait que, par exemple, Gabriel Attal, le Premier ministre français, a l'air d'être ce genre de post-gay, c'est-à-dire que le fait qu'il fasse partie d'une minorité ou le fait que son identité gay fasse partie de son identité, c'est quelque chose qu'il ne met pas en avant, c'est quelque chose sans dire qu'il en a honte, etc., mais c'est quelque chose qu'il met de côté. Et dans ce livre, c'était quand il en parle, au milieu des années 90, quand il raconte la rencontre avec ce mouvement post-gay, c'est plutôt à la base la libération des clichés gays, c'est-à-dire on a l'impression que le gay c'est quelqu'un c'est une diva disco, quoi, et qu'à partir de là, tous ceux qui veulent être gays différemment, que ce soit en étant plus punk, que ce soit en étant plus crado, que ce soit en étant en regardant My Own Private Idaho, le film de Gus Van Sant, et en s'identifiant au personnage, que ce soit une partie du rock qui s'est réapproprié aussi cette imagerie-là, c'est toute une attitude. Et d'ailleurs, il y a un magazine qui se crée qui s'appelle Attitude, qui est un peu la bible à ce moment-là de cette nouvelle manière d'être gay en sortant des clichés gays. Mais après, c'est sûr que quand on s'éloigne des clichés gays, c'est aussi une manière de se rapprocher des clichés hétéros et de s'intégrer dans la culture hétéro. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut remettre en cause. C'est aussi quelque chose donc voilà, il y a un côté positif où ça peut vous permettre d'assumer une identité gay différente, et il y a un côté finalement assez normatif quand vous vous rapprochez des hétéros. Et pour lui, cette question du post-gay et de l'identité est très très liée à la peur du sida et à ce moment-là, cette période où en fait le sida est vécu comme un traumatisme, et il faut trouver finalement une nouvelle manière d'être gay en se libérant du sida et en trouvant une certaine distance avec cette épidémie et de la rejeter en un sens pour montrer qu'on est gay différemment. Et il dit, ça se voit par exemple dans les bars gays, puisque c'est le sujet du livre, c'est qu'apparaissent à ce moment-là plein de bars gays hyper clean, hyper hygiénistes, il dit, hyper propres, où ça va être lumineux, ça va être bien lavé, et l'idée c'est de montrer que c'est sain et qu'on est loin du sida et qu'on risque pas de choper le sida ici. Et donc il y a aussi, à son avis, toute cette question-là du post-gay aussi liée à une manière d'aborder le sida qui est comme un traumatisme, qui compare, voilà, on ne peut pas non plus critiquer ces gens-là, parce qu'il fallait une manière de survivre à ça et de surmonter ça et de trouver un moyen de se régénérer après ça. On rencontre à San Francisco le groupe Gay Shame à ce propos. C'est pas vraiment peut-être post-gay, mais ça fait partie du débat. Fin des années 90. Toi, tu les regardes d'un bon œil, puisque ce sont des militantes et des militants qui foutent le bordel dans le Castro. Et en même temps, tu es favorable à l'ouverture du mariage pour tous les couples, notamment pour pouvoir te marier avec Famous, qui est anglais. Il y a même un drapeau arc-en-ciel qui est brûlé par les gay shamers pendant une manifestation, et tu te débats beaucoup avec ton identité politique, puisque Jérémy est perdu entre rejoindre les gay shamers, danser avec eux, et voir les mecs qui sont dans le bar... la Twin Peaks Taverne, avec ses grandes baies vitrées et qui ont l'air d'être très polis et d'avoir des chemises. Donc voilà, tu écris même une phrase, et c'est sur ça que je voudrais te faire réagir. De ce point de vue, les gay shamers étaient homophobes. C'est assez fort quand même pour un groupe gay, enfin queer. I might have misunderstood the question slightly. I don't necessarily think homophobic. No, but in the sense that homo means everything is the same. Yeah. They are homophobic. Oh, okay. Yeah. Well, you know, I agree
I don't know if people have been in this situation before, and this is kind of like my sort of character in the book finds himself in this situation a lot, where I'm like, I agree, capitalism, bad. I agree, marriage, normative, like patriarchal institution, ownership, all this stuff, like wrong. Like I agree, I want to agree. And you look so cool, like protesting, and like you have such conviction as an activist. And but here I am, and my needs are rubbing up against the idealism. And I don't think that there's any easy answer to that. You could join a commune or something like that. But I'm not really trying to, in the book, put forward a particular kind of argument or point of view. I'm just trying to encapsulate what it's like to feel that in the situation. I mean, I think to clarify, my partner and I, because we had a binational relationship between the UK and America before gay marriage, there was no way we could immigrate based on our status. As our relationship status. So we needed marriage, or marriage was the most convenient and accessible, like the thing that we could see that would change that. So but you find yourself in this position, and it's, I'm sure, like, do you say realpolitik in French, or do you just use the German? You find yourself like, oh my God, I'm so realpolitik, and like also like, in this moment, like I'm like horny and I'm hungry and like, all this stuff. I'm just trying to put a sense of humor into what it's like to be in that situation and to try to reconcile some things that feel like they could make your life easier with the idealism that is you witness. Other people seem to have be able to use as their guiding principle. Especially because it was important for your parents too. Oh yeah, right. Because my parents, they got married. I mean, my parents have an interracial marriage that, the law wouldn't have prevented them from getting married. It was a few years before there's the American Supreme Court case, Loving versus Virginia. The law wouldn't have prevented them from getting married, but it wouldn't have protected their right to get married. So it was a precarious. Yeah, so I suppose what you're suggesting is that, like, in a way, like, you have different like systems that you develop in terms of your version of things, and that marriage to me could be a more flexible thing, right? It could be something that had evolved, and then I can find a version of it that I might be able to evolve with. I mean, same kinds of all kinds of things in an interracial, language with an interracial and binational household. There's all kinds of things about the way communication systems and stuff, but that's a whole nother. Oui, vous avez sûrement déjà été dans cette situation où finalement vous avez beau avoir un idéal, vous acceptez certains aspects du capitalisme, vous acceptez finalement le mariage, même si c'est une institution patriarcale, contraignante. Et évidemment, c'est beaucoup plus cool de manifester. Et quand il y a cette scène dans le livre où il y a les gay shamers qui manifestent, il a envie d'être là avec eux. Mais à ce moment-là de sa vie, au moment où il est dans sa vie, il hésite parce qu'il n'y a pas de réponse facile. Il est très déchiré, très partagé. Et finalement, dans le livre, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'il ne choisit pas un camp. Lui, à ce moment-là, ils ont juste des problèmes aussi d'immigration. C'est-à-dire que comme Famous vit en Angleterre, il ne peut pas rester plus longtemps à San Francisco, il a plus de papier, donc techniquement il peut être expulsé, et la seule solution serait de se marier, mais ça n'existe pas encore à l'époque, et à ce moment-là on se retrouve à faire ce qu'il qualifie de realpolitik, c'est-à-dire de se rendre compte que le mariage pourrait les aider et pourrait sauver leur
leur couple. Et dans le livre, il trouve ça intéressant qu'il y ait ce passage. C'est un moment où il montre justement que c'est difficile de concilier et l'idéalisme et la vie de tous les jours. Et ce que j'ai rajouté, parce qu'il en parle aussi bien dans le livre, c'est que ses parents donc, étaient de 2 nationalités aussi, et ils n'auraient pas eu le droit de se marier quelques années plus tôt. L'arrêt de la Cour suprême qui avait autorisé des étrangers à se marier avec un Américain venait de passer quand ils se sont été ensemble. Donc il y a aussi évidemment une dimension personnelle à la relation qu'on peut avoir, par exemple avec le mariage ou avec ces questions-là. Et aujourd'hui, lui, il voyait le mariage comme un outil, et qu'après, il pouvait en faire quelque chose de plus flexible, quelque chose dont il aurait pu trouver sa propre version. On peut faire lire l'extrait à Jérémy, je vais peut-être le lire en français. C'est la fin, quand les gay shamers sont en train de manifester et que Jérémy et Famous ne savent pas trop où aller. De ce que j'ai pu voir, les gays aux fenêtres de la Twin Peaks Tavern ont continué de boire. Les stores des immenses vitrines étaient à moitié baissés, tels des paupières ensommeillées. Ces hommes en avaient vu d'autres. Ils avaient assisté à des soirées plus saignantes et à des fêtes plus belles. Ce n'est pas parce qu'ils portaient aujourd'hui des pantalons chino qu'ils ne conservaient pas en dessous les cicatrices de leur combat passé. Je les voyais comme des pères contre qui nous nous rébellions, simplement parce qu'ils existaient. Nous faisions semblant d'être orphelins, mais nous n'étions que des fugueurs. En dansant, je m'inscrivais contre eux. Mais étais-je pour autant en train de renier ma généalogie ? Nous avons embrassé la scène du regard, honteux de notre fourberie, espérant que personne ne détecterait notre manque de radicalité. Ouais. But how I feel on the inside is the French version. It's great. Yeah. my inner voice is the, you know, not this American accent that's coming out on top. From what I could tell, the gay men in the windows of the Twin Peaks just carried on with their drinking. The blinds in the huge windows were half drawn like sleepy eyelids. Those men had been around. They'd seen worse vitriol and better parties. Just because they wore chinos now didn't mean they didn't have battle scars beneath. I thought of them as fathers whom we were rebelling against simply because they existed. We were pretending we were orphans having run away into our own backyard. By participating, I was dancing against, but did that mean denying my genealogy? We glanced around, feeling shamelessly pseudo, hoping no one would detect our failure of pure radical spirit. Quand tu apprends la fermeture d'un bar de Londres, le George and Dragon, en 2015, tu écris « La nouvelle m'a secoué ». Tu t'y attendais pas. Qu'est-ce que représente la fermeture d'un bar gay ? Tu écris « Je ne supportais pas cette situation, c'était comme passer voir un bar gay en soins palliatifs ». Et en même temps, je pose les 2 questions en même temps, tu dis quelques pages plus loin, en entendant un artiste américain qualifier la fermeture du Gorge and Dragon de « très triste », c'était une telle communauté. Tout le monde se lamente de la fermeture du Gorge and Dragon. Tu dis, en fait, c'était pas vraiment une communauté, je n'arrive pas à adhérer à ce mot. Donc, comment expliquer ce paradoxe? Yeah. Gosh, these are really good questions. Yeah. Is community used the same way here as a kind of synonym for a population group? Mm-hmm. Yeah. It's translated by community. I become a little bit fretful about versions of community that have to do with an imagined community, because I feel that it can wind up excluding people that feel like they're a part of a population group, but they don't necessarily feel like there's a cohesive version of something that makes sense to them, you know? So when people say, I mean, I know this is a very unpopular opinion, so I have been on panels before, and I'll kind of speak
speak about this, my sort of like, it's just like a visceral response. Like when people be like, oh, you know, I'm part of the community, and I'm like, I don't really know if I just something about it isn't always feel completely whole to me. It feels a bit like a projection or an imposition. I know this is a very unpopular position because then I'll be a part of panels and I'll say something along these lines, and then other people will just right afterwards be saying like, hi, I'm new to the community, oh, welcome to the community, and I'm like, okay, obviously like I'm like very outruled in this version, but then again, that's exactly, I suppose, why I felt that way, is to have this feeling that, okay, if I'm just, you know, that there's necessarily some kind of intrinsic sense of belonging. Now, that's not to say, I really distinguish about something I really think it's important that we understand what different population groups, how different population groups suffer really particular kinds of injustices. You know, just statistically, whatever, like trans women of color have a very particular susceptibility to, you know, to attack. And so there's something helpful about understanding how a population group is perceived within a society and what particular challenges that population group faces. I'm just get a little bit, I mean, it's basically pedantic because I get a little bit nervous about words when I think, well, what we're really talking about here is how to safeguard a population group and see what their what is in that they have in common creates vulnerabilities that we as a society need to make sure that we're taking care of, separate from a feeling of kind of like, oh, like, aren't we all the same? Because then you really eradicate these like kind of small, I call it a constellation. I feel in the book I talk about it being more of a constellation is how I perceive it, of different yeah. But, and the other thing too, in kind of contrast to imagined communities, is that I think what sometimes gets lost when we concentrate so much on imagined communities is, this is very old-fashioned sounding of me, but is the value of real immediate geographical communities. So I don't really see why I need to, you know, I think that there's such a, I personally have such a value system that I place on the people who work in my local healthcare providers. So if I can have an amicable, I don't know, I don't think it's anywhere like this here probably, I hope not. Sorry, quick tangent. But in the United Kingdom, you know, if you go to the doctor, the National Health Service, they have signs all over the walls that say, please do not abuse the staff. And it's just horrific to me. So that's why I feel like sometimes we forget in our attention that we place to imagined communities about how the real physical geographical communities where different types of people are needed to intersect is something that is kind of still, it's like it still exists, that you need to make sure that you're like kind and open and receptive to the people who are providing you healthcare. Do you see what I mean? So these are just kind of things, but like I don't have any answers. These are just things that go in my mind, and some of it is just like a kind of a instinctive response. La question est super. C'est le premier truc qu'il a dit. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça, c'était pas très utile. La communauté, c'est un mot très compliqué, donc il vérifiait que c'était traduit de la même manière, donc il entend communauté par une partie de la population. Et c'est vrai qu'il a toujours un peu de mal avec ça, il sait que c'est pas une opinion très populaire et que on le critique parfois là-dessus, même si c'est très nuancé dans le livre, et il insiste en disant que voilà, c'est dans une situation précise et qui développe beaucoup mieux dans le livre, mais il dit que c'est toujours aussi une manière de lisser, de caricaturer une population, que de dire voilà, c'est une communauté, alors qu'en vrai, quand on en fait partie, il n'y a pas forcément de réelle cohésion dans cette communauté, il y a des gens avec des profils très différents, et c'est une projection qu'il trouve parfois un peu artificielle. C'est utile de travailler sur l'idée de communauté, par exemple, quand on veut comprendre que la communauté trans ou la communauté de femmes racisées, par exemple, etc., sont victimes d'un certain système, ça aide à comprendre, mais c'est pas une manière non plus de tout résumer, parce que la société est quand même beaucoup
beaucoup plus compliqué que ça, et que ça a souvent tendance aussi à simplifier. Et ça le rend nerveux quand on le met dans une communauté, et finalement, lui, ce qu'il dit un peu plus loin dans le livre, il préfère l'image de constellation qui, pour lui, induit l'idée d'individualité qui tournent ensemble, qui réagissent les unes par rapport aux autres. Et après, il prenait l'exemple que je ne vais pas forcément développer, mais de chez le docteur en Angleterre, où il avait vu des panneaux dans la salle d'attente qui disaient n'insultez pas les employés, etc. Et il dit qu'il y a aussi beaucoup de communautés qui s'intersectionnent, qui se croisent, qui se mélangent, et qu'on ne peut pas juste résumer quelqu'un à faire partie par exemple de la communauté gay, mais qu'il y a aussi beaucoup de communautés géographiques, et que des fois on oublie un peu qu'on ne fait jamais partie que d'une communauté. On peut lire cet extrait à la fin de ce chapitre qui, je pense, répond très bien à la question. Je le fais en français peut-être. L'expérience que j'ai eue du George and Dragon, qui fermait donc, comme de n'importe quel bar, m'a montré que nos points communs étaient ténus et éphémères. Les membres du personnel peuvent se connaître intimement, bien sûr, mais ce qu'ils servent au reste d'entre nous, même aux piliers de bar, est à l'opposé de la routine. Les bars gays ont besoin d'inconnus, d'un afflux constant d'étrangers, dont la présence laisse présager les regrets du lendemain matin. Un bar gay, c'est la possibilité de finir par rentrer chez soi avec le premier mec canon qu'on croise. Chaque verre est alors une source de dopamine, car vous êtes en train de déterminer si ce sera bien lui ou bien le prochain type que vous apercevrez. Les gays peuvent se détendre dans un bar gay, entend-on souvent, mais je sortais pour être partie prenante de la tension qui régnait dans la salle. Un bar gay est comme une galaxie. Nous sommes tous maintenus ensemble, mais empêchés d'entrer en collision par un subtil équilibre d'élan et de gravité. Plus que toute notion de communauté, c'est l'orbite qui me manque. Yeah, please. The commonality I experienced in the G&D or in any given bar is tenuous and fleeting. The staff will be intimately familiar with one another, of course, but what they serve to the rest of us, even the barflies, is the opposite of routine. Gay bars require strangers, a constant influx of immigrants, whose presence foreshadows the next morning's regret. A gay bar is the idea that you may end up going home with the first hot guy you see. Then every drink is dopamine as you determine whether it is him or the next guy you'll see. Gays can relax in a gay bar, people will say, but I went out for the tension in the room. Perhaps you could call a gay bar a galaxy. We are held together but kept from colliding by a fine balance of momentum and gravity. I miss more than any notion of community, the orbiting. C'est de l'astrologie, hein. Well, physics, but you know, astrology is no, sorry, but this is a different. This is a sensibility, right? In a room, this is a feeling in a room, and this is different. I think a brief answer to the previous question is that I think I place a higher value on coalition. Yeah. If we were to put it in a political context, that more important to me is that we find coalitions between different groups, for instance, based on laborers' rights and feminism and trans feminism and gay liberation, rather than necessarily feeling that we always necessarily identify like we are this community. Is that helpful? And then the other thing too is just also like that you're able to have a sense of humor about it, really, right? Like I remember saying to a friend of mine, like about like, did she find this like went to this queer parenting group, and she was like, that's not my she's a queer parent, you know, but then she goes to meeting and she's like, that's not my community, you know, like you just don't like they were like so intense in that meeting that sometimes you just have to have a sense of humor about it, I think, because yeah. L'astrologie, non, c'est plutôt de la physique. Mais là, c'est qu'une partie de la réponse, l'extrait qu'on a lu, parce que c'est finalement aussi un sentiment qu'il a dans cette pièce à ce moment-là, et c'est qu'une partie de la réponse. Et pour revenir sur la réponse, sur l'aspect plus politique de la réponse à cette question de communauté, en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'il y ait plus de cohésion entre différents groupes, et qu'il y ait cette manière de se rencontrer, de se parler, de s'aider, et pas juste des communautés qui pensent séparément. Pardon, et après il prenait l'exemple d'une réunion de parents d'élèves queer où il y en avait quelqu'un qui disait moi c'est pas du tout ma communauté, et que ça faisait un exemple de cette manière de penser la communauté comme quelque chose qui finalement rejette ce qui fait pas partie de la communauté, au lieu de trouver un moyen d'être ensemble. On va faire des réponses un peu plus courtes maintenant. Short answers, Jeremy, please. Very difficult because we have so many to answer. Oh yeah,
Yes or no? Une question littéraire. Une question littéraire, parce qu'on est dans une librairie et un lieu où on parle des livres. Ce livre, cet objet de livre, c'est quand même une manière de faire communauté, avec toutes les références que tu mobilises. Tu parles à qui, en fait? Yeah. Who you're talking to? Oh, Who are you talking to? Pass. No, I'm just kidding. 3 words, no. I didn't really think about that. I think I'm more coming from a place where I believe that if I tell my story, it's connected to other people's story, and then just trusting that then that will find new connections. So if I'm looking at like where I come from and who you know, I'm more than different than astrology. I kind of have this real belief, which is a sort of Buddhist belief, that I'm not a separate self. Okay, that I'm like a part of the universe, you know, and so when I write about myself, when I write autobiography, that is like my mind's experience of like a bunch of different people who are connecting to each other. So I don't necessarily think about who I'm writing to. I just trust that if I pay attention to that, then that will connect with yet more people. Il n'a pas pensé le livre dans ce sens, en fait, il est plutôt parti de son histoire en disant que si je raconte mon histoire, il avait confiance dans le fait que d'autres personnes y trouveraient quelque chose et trouveraient le moyen de la connecter à la leur. Et finalement, on parlait tout à l'heure d'astrologie, pour reprendre cette idée un peu classique du bouddhisme, c'est qu'il se considère qu'il n'a pas un moi séparé des autres moi, mais qu'on fait tous partie d'un tout, et que finalement, quand il écrit, c'est ça qu'il cherche, c'est de trouver, en racontant son histoire, une manière de se connecter aux autres, et que s'il est sincère, ça fonctionnera. C'est un livre qui parle énormément d'alcool, puisqu'on se rend compte que dans un bar gay, on boit. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne fait que boire dans ce livre. Yeah. D'ailleurs, tu vomis beaucoup. Okay. I mean, you know, I feel like I think like a novelist without the structural ability of a novelist. Like I'm not, but so when I write nonfiction, I'm not trying to write a perfect character, especially not myself. But the alcoholism is a kind of, or alcohol misuse, let's say, is a kind of elephant in the room, but it's nothing that because there's plenty of other writers who have written about it from a clinical point of view, and I really didn't want to pathologize the experience. I wanted to just immerse you in the experience and then let people take from it what they will from that. Oui, quand il écrit, il trouve que c'est ce que fait un romancier, que lui, même si c'est de la non-fiction, il utilise cette idée qu'on n'écrit de toute façon pas des personnages parfaits, donc surtout pas dans le cadre de l'autofiction, et surtout pas quand il se met lui-même en scène, et qu'en effet, l'alcool est comme un éléphant au milieu de la pièce dans le livre, mais après, c'est pas un sujet qu'il souhaitait traiter directement, qu'il souhaitait traiter sous la forme de la question d'une maladie ou d'une dépendance, c'est plutôt quelque chose il veut pas pathologiser, j'ai pas la manière de le dire, mais vous m'avez compris. J'imagine que ce sera la même réponse pour la drogue, donc peut-être qu'on va passer, mais il y en a beaucoup. Il y avait peut-être quand même une question sur le chemsex. Le mot apparaît à la fin du livre. Au début du livre, dans les années 80, 90, 2000, les gens prennent beaucoup de drogue, mais le mot chemsex n'est pas là. Et il apparaît à la fin du livre. Est-ce que tu y as pensé? Yeah, just not a lot. That's not really my experience. So, there's not. Sorry for anybody who wants more chemsex books. I'll do my best to in a future book. But yeah, no, it's just not a part of my own experience. En revanche, tu ne pourras pas échapper à la prochaine question, puisque tu parles beaucoup de ta bite. Donc j'ai pensé que ce serait une bonne chose qu'on en parle tous ensemble ici, ce soir. Il y a des extraits que je pourrais vous lire qui sont extrêmement chauds, mais on n'a plus beaucoup de temps. Mais il s'agit d'un twink qui te supplie d'éjaculer dans sa bouche pendant que tu embrasses quelqu'un d'autre. On apprend que tu es devenu exhibitionniste
dans les pissotières, après avoir eu longtemps très peur de pisser, un jour tu exhibes ton sexe et les gens te disent « Tu vas pisser, bordel, on attend !» Bon, il y a énormément de scènes de ta bite. Yeah, I mean, I think when I talk about my dick, I'm being a sort of a feminist, in terms of the fact that I'm not really sure who else is talking about their dick quite as much. I mean, I just wrote something that was published in the Paris Review. It's like, my dad was like, "Oh, you have something published in the Paris Review," and I'm like, "But you probably shouldn't read it because I'm probably the first person to talk about having like an unphotogenic penis in that publication." But the reason I make that joke about feminism is because I feel like it's something like, I'm not really sure, this is very spontaneous, I'm not really sure there's a lot of male writers, maybe Brontes Purnell, who are able to kind of like love their body but also make fun of it and feel kind of confident in their body, or even like even narcissistic, but return to that self-deprecation. And I think it's really important. It has been really important for me to. I've never spoken about this before. I've only written about it, hiding behind my computer. But I think it's important for me because it just gets that out in the open, the idea of like kind of a sensual body being able to be erotic and sexy and alluring, but not necessarily a version, like a perfect version of it. And like, I think it probably, I can only imagine that would resonate with other people and their experiences of their own and their lovers' bodies. Oui, je pourrais dire que je parle un petit peu de ma bite comme un féministe. Je viens d'écrire d'ailleurs un article dans la Paris Review et mon père me disait « Ah, c'est classe, t'as écrit dans la Paris Review » et je lui fais « Ouais, mais c'est peut-être un article que tu ferais mieux de pas lire ». Et en fait, c'est un article sur le problème de ne pas avoir une bite très photogénique. Mais pour revenir à cette idée du féminisme, en fait, il dit qu'il n'y a pas tant d'auteurs masculins qui peut-être qui parlent de leur corps, qui aiment leur corps, qui sont capables aussi bien d'en rire que d'en être fiers finalement. Et pour lui, c'était important de montrer aussi que tout ce côté érotique, ce côté sexy que peut avoir le corps, sans pour autant jamais être parfait, d'accepter les défauts, etc. Et c'est dans cette dimension-là qu'il dit qu'il en parle un petit peu comme un féministe. It's like the opposite of dick pic. I feel like I'm the only gay man who's like, I don't really care about dick pics, you know? I sort of miss, like, I'm sure, like, I don't know if this is yours or you used, like, a ring light to make it look fantastic or, like, the angle, I don't know. And it just makes me kind of miss that moment when you learn about somebody's body for what it is, rather than it being based on some kind of, like, self-presentation or expectation, you know? It's like learning in 3 dimensions. Par exemple, il n'est pas du tout fan des dick pics, des photos de pénis qu'on s'envoie, parce que voilà, ça l'intéresse pas trop de savoir si on a posé pour, si c'est vrai, si c'est un peu faussé ou un peu forcé. Ce qui lui plaît, ce qui lui manque, c'est de vraiment découvrir le corps de l'autre pour ce qu'il est, au-delà de ce que l'autre essaye de faire croire et au-delà de ce que lui espère, et de vivre l'expérience en 3D, en chair et en os. Il y a encore énormément de choses sur le sexe que je voulais te demander, mais on va parler de l'histoire d'amour qui parcourt tout le livre, puisque c'est très émouvant, mais il y a cette histoire qui dure 30 ans et qui continue. Ce garçon qui a été rencontré au Pop Stars, donc, à Londres. Bon, déjà, comment l'as-tu consulté pour écrire sur lui? Je sais qu'il est là, mais lui aussi, il fait beaucoup de sexe dans le livre, donc... Est-ce qu'il a coécrit? I know, I'm sorry. Yeah. I think if you get into a relationship with somebody who's a writer who writes from their own experiences and you consent, I mean, I continually ask for his consent.
and he's given it to me. I think there was something recently that he wasn't like quite so sure about, but I can't even remember what it is. So we'll get back to that later on my next book. But no, he has been very, 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 very open. But I think fundamentally it's because he understands that it is just like me talking about, like just like my penis as a character is like a somewhat fictionalized character. So is he. And you know, I mean, I've heard Maggie Nelson speak about and her partner Harry Dodge. You know, who are such compelling love story characters in the Argonauts, but I've heard them talk about how they're kind of like a version of themselves in that, and they're a version of themselves just like we all are a version to each other and to ourselves. So I think he trusts me, and I think also he doesn't think I'm necessarily trying to create some kind of subjective reality, but that I'm trying to tap into some different essences and see how they. It's just kind of making art, really, isn't it? And I think he's happy to like sort of be a part of that process. But we'll see. Something will come up, I'm sure. The next book is all about our relationship, so you know. It's called Deep House. Yep. Maison profonde. Comment on va traduire ça? Attends, déjà, oui, il est désolé envers Famous, il s'excuse, mais il dit qu'après il savait un peu à quoi s'attendre en ayant une relation avec un écrivain qui écrivait à partir de sa vie réelle. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très ouvert et surtout il pense que Famous a très bien compris, de la même manière qu'on disait tout à l'heure que son pénis était un personnage, que ce n'était pas lui dans le livre, mais c'était un personnage. Il se rappelle de aussi la manière dont l'écrivaine Maggie Nelson parle de son compagnon en expliquant que leur couple dans le livre, ce n'est qu'une version d'eux-mêmes, ce n'est pas réellement eux-mêmes. Et Famous a compris ça. Il a compris que Jérémie n'essayait pas de raconter la réalité ou de recréer la réalité, mais qu'il utilisait les couleurs de la réalité en les réagençant, et que finalement c'était ça, faire de l'art, c'était de réutiliser ça. Et que au final, Famous a été très fier de faire partie de ce livre, et il fera aussi partie du suivant, parce que le suivant est basé sur leur histoire d'amour également. Et alors, il y a des scènes très belles, vraiment très émouvantes, sur ton amoureux. Le troisième été, Famous n'est plus reparti. Ça, c'est une phrase quand il vient te voir à San Francisco et il rentre à Londres. Le troisième été, il ne repart pas. Tu le compares à un bouquet de fleurs sauvages. C'est très beau. Et pourquoi ça n'aurait pas pu s'appeler Jeremy and Famous, du coup, plutôt que Gay Bar? Pourquoi pas un roman? Et donc, est-ce que ça va être ce prochain livre? Parce que tu dis qu'il fera beaucoup encore partie de l'histoire. I guess I needed to put, I needed something to hold on to put our, to place, I'm always writing about him. I'm always writing about him. But that was a frame, I suppose, that was going on at the time. Gay bars were closing. There was a lot of question about whether they were relevant anymore. And so I could locate our story through these places. I'll leave it for that for now. Oui, il disait qu'il avait finalement besoin de mettre une certaine distance. Il écrit tout le temps sur lui, mais il avait cette idée aussi des bars gays qui fermaient et se demandait si, à l'heure notamment des applications, est-ce qu'ils étaient encore utiles ou pas. Et finalement, ça lui donnait un cadre pour raconter cette histoire. On a encore 1000 questions, mais je pense qu'on va laisser parler un peu la salle, parce qu'on est très nombreux. Une mini question, puisqu'on est sur Famous, que j'avais pas prévu. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour entretenir une relation aussi longue et aussi libre? Parce que vous baisez quand même énormément. Well, you know, we don't just fuck ourselves in the book, I mean each other in the book, but I don't think that works for everybody. In fact, I've had friends who, one had decided that they were in an open relationship
without telling the other one, which to me has a different vocabulary around it, like cheating. I don't know. I'm so lucky. You know, I think, and I guess to acknowledge that, you know, when you have something, I guess that gratitude is at the base of something. This is such a big question. We'll continue this on Gay Street. Yes. Ça va au-delà du sexe, et d'ailleurs il précisait qu'il avait d'ailleurs des amis qui ont aussi des couples ouverts, des open relationships, mais qui ne le disent pas à l'autre, donc c'est quand même un petit peu différent de l'image que lui se fait des relations ouvertes. Et il dit qu'il a juste beaucoup de chance et que ce qu'il ressent à ce sujet, c'est vraiment de la gratitude. Voilà. I do have I can briefly say I do have a kind of a more concrete answer about that, which is because of a lot of well, this is generalization, but I think a lot of people in kind of non-normative relationships, you know, gay and lesbian and trans relationships, have to do more admin than other people to make you're up against bureaucracy, because because we had to figure out a way to be together as a binational couple when this is what my next book is about, when there's no laws supporting you, you have to do so much work together, and it's really kind of the boring stuff that I think makes you, it's just like having somebody to sit there and like do your taxes with and fill out these forms and like all of that stuff. I really think it's such a like unromantic answer, but it's kind of romantic that we have found out a way to do you guys say doing the admin? What's the... Et il dit que c'est peut-être aussi constitutif de ce qu'il appelle des relations qui ne sont pas dans la norme, les relations gays, les relations lesbiennes, etc. Et qu'ils doivent en faire plus, ils doivent trouver le moyen d'être ensemble, tout simplement, à un moment de leur couple, et notamment quand ils avaient la loi contre eux, et que finalement, même si ça sonne pas très sexy ou romantique, maintenant qu'ils peuvent tranquillement faire de l'administratif ensemble et faire de la paperasse, c'est aussi une récompense et quelque chose qui fait leur couple. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer le micro. Well, thanks for presenting this book. My question is, you radically use the past tense in the subtitle. Do you think gay bars are a thing of the past? And the other question I have is, who is we? Yeah, it's like a triple entendre, because why we went out as in out of the closet, why we went out as in these bars are like turning their lights out and are closing, and then, you know, why we went out at night. It's in the past tense, really, because I think maybe I was sort of like winding down, and there's a sort of melancholy in terms of the writers who have inspired me, like bad influences, like Marcel Proust. You know, like everybody's like worst bad influence writer, but like you can't help but love it if you do. I think. Maybe no, I don't think that, you know, there's always going to be kind of different places where sort of non-normative sexualities congregate. But I think that something about the past tense of it means that it's more like a tonality thing, like the song "Last Dance" by Donna Summer. Like to have that, knowing that that's the tone that's going to be, that there's a kind of like a melancholy infused in it, because what it like melancholy is kind of like a kind of a glee that you take within the kind of like sadness of things changing, and things are changing. But yeah, I mean, ultimately, I think the we is just sort of like me and my friends. People have gotten very mad at me online. I'm like, I've learned enough now not to read detractors online, but people are like, why he went out, like only him, like he went out because he was horny, like, you know, he didn't go out to find community, like he just wanted to like get drunk and fuck, and, you know, they get mad. But, you know, it's kind of like, it's kind of me and my partner and our friends. And then, as I was saying before, how we're connected to other people, why people went out, gay men specifically went out before us.
Oui, le monsieur demandait une précision sur le sous-titre, notamment pourquoi nous sortions le soir avec ce passé et qui était ce nous. Il dit qu'il y a déjà il y a un jeu de mots avec pourquoi nous sortions, il y a l'idée de sortir dans les bars et il y a aussi de sortir du placard, il aimait bien cette idée-là, et puis il y a forcément il y a une vraie mélancolie qui infuse dans son livre. Il a été très marqué par des auteurs mélancoliques, qu'ils le veuillent ou non. Il citait notamment Marcel Proust, et c'est vrai qu'il l'aime ou pas, il est influencé, ça a infusé, et il pense qu'il y aura toujours des endroits comme les bar gays, mais mine de rien, il y a quand même cette tristesse des choses qui changent, qui marque le livre, et cette mélancolie comme une vieille chanson de Donna Summer qu'on réécoute. Et quant au nous, oui, c'est lui et ses amis. Il a bien compris que c'était pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, il y a eu des commentaires sur les réseaux à l'occasion de son livre qui lui ont bien fait comprendre quand il disait ouais, mais lui il sortait, nous on sortait pas, lui il sortait parce qu'il était chaud et qu'il passait son temps à boire, à baiser, mais nous on n'a pas vécu ça. Donc voilà, il sait que ça concerne pas forcément tout le monde et que c'est aussi son expérience à lui. Peut-être un extrait que j'aimerais qu'on lise pour répondre, parce que ça répond vraiment bien à votre question, mais je sais pas si tu peux le retrouver. Moi c'est page 253. En mon phare intérieur, en haut de la page 253, c'est sur la... Voilà. Partir à la retraite. Can you read it for us? En mon phare intérieur, je pensais, on va rentrer chez nous en zone 2, limite zone 3. C'est pour répondre à un ami qui leur dit « Mon Dieu, mais le bar va fermer, enfin vraiment il va fermer. Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons plus d'endroit à nous. Où va-t-on aller? Where are we going to go?" My aged chapter. I think also the why we went out can also be just sort of like, and there's some other iterations just to give you a hint of what this book is going to hopefully take new forms, and I think those new forms that they're going to take are going to be a lot about why people went out on that night. You know, like why I can't, what brought me here tonight. But anyway, for this. I was thinking back to our flat in Zone 2, nearly Zone 3, London, where we cook vegetables procured at the Saturday market and comment on their intense reds and vivid greens. Our randiest neighbors are foxes, literally vulpes vulgaris. They mate with ungodly wailing. I am intimately aware of the goings-on in a magpie nest. I can watch from our bed. The daddy magpie defends his eggs with stentorian warnings delivered to local house cats. We've surmised that someone living near us throws chemsex parties. According to Grindr, he's as close as 20 meters away, but we haven't determined exactly where the place is, and the one time we recognized the host in the street, we were spooked. Basically, it's the neighborhood where gays go to retire. And also, since then, I've even gone even further, and I've moved out of London altogether to a little seaside town, so yeah. C'est toi qui lis? En mon fort intérieur, je pensais, on va juste rentrer chez nous, en zone 2, limite zone 3, où nous cuisinerons des légumes achetés le samedi matin au marché, en vantant leur rouge intense et leur vert vif. Nos voisins les plus agités sont des renards, de vrais renards, vulpes vulgaris. Ils s'accouplent en poussant des cris impies. Je suis visiblement ému par ce qui se passe dans le nid de Pi que je peux observer de notre lit. Le papa Pi défend ses œufs en lançant des avertissements d'une voix de centaure aux chats domestiques du voisinage. Nous supposons qu'un de nos voisins organise des soirées chemsex. D'après l'appli Grindr, il n'est qu'à 20 mètres de chez nous, mais nous ne sommes pas parvenus à déterminer où il se trouve précisément, et la seule fois où nous avons reconnu son visage dans la rue, nous avons été effrayés. Bref, nous vivons comme des gays à la retraite. Une dernière question, tout là-bas. Two questions, if that's okay. How much is, or to what extent is the character of you in the book actually yourself, or kind of a character that you'd created based on yourself? And then also, in the kind of historical, because there is this kind of historical aspect of the book that kind of, I guess, takes you a bit through the history, or, and looks at specific places. What was the research like? I mean, was it like truly intense research, or was it like how did that work?
I'll answer the second part first, which is I used the British Library really intensively on this book. My next book that I've finished the manuscript on, it's supposed to come out in 2025. I did almost everything. I mean, books that I bought and then online. But I was at the British Library constantly on this book because I didn't want to let go of, like, if I was reading something and then there was something in a footnote, I wanted to be able to, I needed to be in a resource to go deeper and deeper and deeper. I suppose another way of looking at it is if there's a site, okay, so for instance, your gay street is called Coal Market. Does anybody know about anything about the coal trade on that street? That's the kind of thing that I mean, because if so, I'm just asking because if so, I'd like to talk to you about it later. Because that's the kind of thing that I'm really interested in. Is like if you look about like so when it was a coal market, was there also some kind of, because there inevitably will be some kind of like queer content to that, and I find that really intriguing. So that's why in the book some of the historical references go back. I'm trying to remember. 1600s, I think, could go back really, really far and get like, you know, gay kings and and gods and goddesses and all that kind of stuff. It's me, or a version of me, you know, and me like, but it's me like how I need to be seen in these places alongside with these other people. I don't know. I've had a couple of reviews say like, we don't really even know how many brothers and sisters he has and like where he went to university or like stuff like that. And I just don't think it's like, it's, you know, it's not that standard of a autobiography. So it's fragmentary, but it's kind of like, I think I wanted you to be, this gets back to one of your earlier questions. I do think I was trying to seduce the reader. I want to like the reader to, if not be turned on, but to be like, to want to kind of hang out, you know, for a little bit anyway. And you can go your other, you know, I suppose when you go to these places, a part of how you seduce the people around you is through like mystique, like not giving everything away, and kind of banter. So I think maybe the me that I've never put it this way, but I think maybe the me that I wrote in this book is a little bit like how I would play the part, how I would play myself walking into a room and trying to like, you know, either make friends or lovers. Have you read any Wayne Koestenbaum? There's a book called Humiliation that I recommend, and other books by him, because he's pretty great about that kind of stuff, about kind of like using you like kind of like flirting with the reader and that kind of thing. Alors, pour répondre à la première question qui était à propos de ses recherches, il travaille beaucoup à la British Library, il y passe beaucoup de temps, et le livre, il vient de finir son prochain livre qui sortira en anglais en 2025, il a aussi passé beaucoup de temps dans la British Library. En fait, il veut vraiment que quand il trouve une information, que ça renvoie à une note de bas de page, bah, il aille voir où est-ce que ça renvoie, et il veut toujours creuser les sujets à fond et remonter le plus loin possible. Par exemple, il disait que la rue Gay de Bruxelles s'appelait la rue du marché au charbon, c'est ça. Et donc il dit, bah, moi ça me donne suite envie de savoir c'était quoi cette histoire de marché de charbon, quand est-ce qu'il y avait un marché de charbon, est-ce que la rue Gay est devenue gay parce que déjà à l'époque où il y avait un marché de charbon, il y avait quelque chose de queer là-dedans, il y avait des pratiques qui faisaient que c'était déjà placé à cet endroit-là, etc. Donc il aime remonter très loin, il a réussi notamment sur la partie anglaise à le faire, à remonter jusqu'au roi gay anglais il y a plusieurs centaines d'années. Donc c'est vraiment l'idée de creuser qui l'intéresse, et du coup la British Library est l'endroit idéal pour ça. Et la seconde partie de la question, qui était sur à quel point est-ce que c'est lui dans le livre ou c'est un personnage, et il dit que c'est vraiment lui, c'est vraiment mais c'est une version de lui, c'est une manière dont il veut être vu, c'est une version fragmentaire de lui. Peut-être, il n'avait jamais pensé les choses comme ça, mais peut-être que c'est aussi une manière de séduire le lecteur, de se présenter comme il se présente, et que finalement pour faire une image, peut-être qu'il se raconte et il écrit comme
s'il entrait dans la pièce et qu'il voulait que tout le monde tourne les yeux vers lui et qu'il voulait voilà, se faire des amis ou des amants de cette façon. Et il recommandait de lire les textes de Wayne Kostenbaum, qui est cité dans le livre plusieurs fois et qui a beaucoup travaillé sur cette question de la relation avec le lecteur et de la manière de séduire et d'intéresser le lecteur. I will say, I know we have to go, but I will say one other thing is, are you a writer? No, just for anybody who writes in the room, and in terms of like, I've been quite permissive by myself about what is allowed to be a research methodology, and I think I'm relatively specific in the fact that I use a lot of legal documents, court opinions, police reports, listings applications on an architectural site, like kind of, again, it's kind of back to bureaucratic materials, because a lot of them are really hilarious, really written. And I think some of the funniest lines in the book, you've been so kind enough said like the funny lines that are like about me and my fun life and stuff, but I think some of the funny lines in the book are actually from these, like they're from like court opinions and police reports and stuff like that, because they're so ironic and hypocritical and stuff like that. And my next book as well is deeply invested in like, oh my God, so many Supreme Court case, like the discussion around Supreme Court cases and stuff like that. Et pour revenir sur la question des recherches, finalement, c'est pas ce qu'on croit au premier abord, mais les sources les plus intéressantes sont souvent les sources légales, administratives, policières, vraiment de la pure et dure bureaucratie. C'est là qu'on trouve des choses très révélatrices, et c'est aussi paradoxalement là qu'on trouve les anecdotes les plus drôles, et certains passages les plus drôles du livre, notamment des passages de rapports de police qui sont infiltrés dans des barguets et qui décrivent ce qu'ils voient, sont parmi les plus drôles du livre, parce que c'est finalement une manière aussi de révéler toute l'hypocrisie et toute l'ironie de certaines situations et de la société à cette époque-là. Oui, parce qu'évidemment, ils sont très excités par ce qu'ils voient. Merci beaucoup, Mickaël, pour la traduction. Mickaël a traduit le livre aussi, donc on peut l'applaudir. Je préfère traduire des livres que faire ça. C'est quand même très compliqué de traduire toute cette langue de pédale en français. Bravo. Merci, Jérémy. Thank you so much. Et merci à vous tous et toutes d'être venus. Donc on a Jérémy qui va signer des livres qui sont là. Et voilà, et après je pense qu'on ira faire un tour dans la rue du marché au charbon. Savoir s'il y avait vraiment un marché au charbon. Bah oui, on va aller enquêter ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you very much.